L'entrepreneuriat est une réponse idoine à trois préoccupations majeures que notre pays se pose. Eugène Kandolo est mon nom. Je suis entrepreneur. Je gère deux entreprises, Cas Possible Group et Cortex SARL. Je suis conférencier éclectique, coach sur mesure. L'entrepreneuriat est une réponse idoine à trois préoccupations majeures que notre pays se pose. Premièrement, il y a la question de la classe moyenne. Vous savez que la RDC n'a pas de classe moyenne. À un moment donné de notre histoire, on a eu l'illusion de croire que la classe moyenne, c'était soit les enfants des entreprises comme l'Amiba, la Gécamine ou l'Onatra. Mais cela, avec la faillite de ces entreprises, il a été démontré que ce n'était pas vraiment la classe moyenne. Quelques voyages que les enfants pouvaient faire en Afrique du Sud ou en Europe n'a pas garanti en fait la suite de la vie. À un moment donné, on a cru que la classe moyenne était constituée peut-être des enfants des généraux, mais les généraux, nous en avons combien dans le pays? Et puis vint une période où, avec le boom de banques, on a eu l'illusion de croire que les jeunes banquiers, c'était eux qui constituaient la classe moyenne. Mais quand on a commencé à voir des arrestations des jeunes banquiers parce que quelqu'un a un salaire vraiment limite, mais qui gère de grosses bourses, il voit passer dans le système de l'argent à un certain niveau d'auteur, mais que lui, son salaire ne lui permet pas en fait de répondre à certains défis de la vie. On a commencé à voir des jeunes qui détournent l'argent de leur banque, qui se font arrêter, mais ces mêmes banques étaient incapables de donner de crédit à ce jeune, soit pour acheter une parcelle viable. Je ne parle pas de morceaux de parcelles où on vous dit non, il y a à 700 $ vers le coin de tel endroit. Je parle de parcelles viables dans la ville. Et donc, avec tout ça, nous avons constaté que ça patauge. Et à un moment donné, pour nous autres qui sommes passés par plusieurs organismes internationaux, on a eu aussi l'illusion de penser que quand tout jeune, tu as à peine 25 ans, 26 ans, 27 ans, 30, tu commences à toucher les salaires à 4 chiffres, tu te fais l'illusion que tu es dans la classe moyenne parce que tu peux te taper un petit voyage quelque part et puis tu peux te donner de quoi manger. Mais quand vous regardez comment est organisée la législation congolaise, vous vous rendez compte que ceux qui travaillent dans les organismes internationaux ne sont pas à l'abri parce qu'il n'y a pas de décompte final. Généralement, ce sont des contrats à durée déterminée. Et même si vous voyez quelqu'un faire 10 ans, 15 ans dans un organisme international, c'est des contrats d'une année renouvelables chaque fois. Et donc, ça, c'est le premier défi que l'entrepreneuriat vient pour résoudre, le besoin de la constitution de la classe moyenne. On ne peut pas être un pays où il y a très peu de gens très riches et généralement ils se sont enrichis de façon malhonnête parce que c'est par des accointances politiques avec main basse sur l'argent du contribuable congolais, et d'un autre côté vous avez 98% des gens très pauvres et au milieu ce vide. Un pays équilibré devrait avoir au moins 50% de sa population qui constitue la classe moyenne. Aujourd'hui on a un fossé des très riches, beaucoup de très pauvres, pas vraiment la classe moyenne. Et si la classe moyenne existait, c'est peut-être ça peut représenter 1 ou 2% de la population. Et ça, c'est un danger. Et l'entrepreneuriat répond à cette problématique-là, la problématique de la constitution de la classe moyenne. Deuxième défi, parce que je parlais de trois défis, le deuxième défi, c'est le défi en fait de résoudre la question de l'emploi et de l'employabilité. Parce que dans un pays où le chômage bat son plein, l'entrepreneuriat est une alternative qui permet à ce que, parce que s'il y a plus d'encouragement de jeunes entrepreneurs, ça va se passer que nous ayons pas seulement de très petites entreprises, on peut avoir de PME, des entreprises qui ont la taille de 50, 100 employés, ça veut dire que c'est 100 emplois. 100 emplois, ça veut dire que c'est 100 familles qui sont nourries derrière ça. Et c'est comme ça que progressivement, on crée une stabilité et on se permet. L'entrepreneuriat répond aussi aux défis du développement du pays parce que c'est très important. Parce que pas d'entrepreneuriat, pas d'encouragement à l'entrepreneuriat, il n'y a pas en fait une fonctionnalité qui crée en fait une valeur ajoutée et par conséquent qui crée une valeur marchande. Parce que voyez-vous, pour parler de la richesse d'un pays, on regarde les indices de son PIB, le produit intérieur brut.
on parle aussi des indices de son PNB, produit national brut. Le PIB, en fait, c'est la somme la moyenne de l'économie, en fait, de tous ceux qui travaillent, la production économique de tous ceux qui travaillent dans un pays. Le produit national brut, c'est l'ensemble de tous les Congolais qui sont au pays et qui sont à l'étranger, leur contribution en fait. Et généralement, cette contribution est faible parce que même dans notre PIB, il y a une forte consonance des expatriés. Ce sont les étrangers. Les banques sont tenues par les étrangers, les grands supermarchés et la contribution congolaise est infime et très minime. Et donc, il est très important que le pays puisse encourager l'entrepreneuriat et de manière professionnelle. Je vois des jeunes qui se battent tant bien que mal dans le domaine de l'agribusiness, dans le domaine du digital, comme par exemple 243 technologies avec LG MAPP ou d'autres entreprises que j'ai personnellement côtoyées. En fin d'année passée, j'étais étonné. En fait, j'entendais toujours ça de loin, mais j'ai été animé une masterclass dans le cadre d'une team building de l'entreprise School Up. J'étais étonné de voir que c'est une entreprise viable qui emploie des gens qui partent dans des missions, qui a des extensions dans d'autres pays. Et dans le digital, je peux parler aussi de Dream Digital. Dernièrement, j'étais à Brazza, toujours dans le cadre d'un accompagnement. On était avec Dream Digital qui était dans son exploration, qui voulait implanter une autre succursale là-bas. Et donc, il est très important d'encourager les jeunes, pas seulement des entrepreneurs bling-bling, qui veulent se la jouer, qui veulent s'afficher, mais des jeunes qui sont conscients, qui veulent effectivement apporter une plus-value par rapport à notre pays. Avec ce qu'on appelle transition écologique, le monde est plus que jamais connecté et nous sommes dans ce qu'on appelle le monde des objets connectés. Claude Shannon, comme un prophète, le disait en son temps, le monde deviendra un village planétaire. Et dans ce village planétaire, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Et comme vous le voyez très bien, rien ne peut se passer sans le numérique. Et ce pont que le numérique a jeté veut que nous puissions avoir une génération d'entrepreneurs dans le numérique qui sont sérieux et qui comprennent les enjeux du monde. Parce que le numérique, en fait, aujourd'hui, le numérique est incontournable. Regardez dans le top 10 des hommes les plus riches du monde, ils fricotent, ils flirtent avec les nouvelles technologies de l'information, ils fricotent avec les numériques. On voit par exemple les Elon Musk avec Telsa, on voit le Mark Zuckerberg, on voit tous ceux qui fricotent, même ceux qui font de commerce. Et ce sont des commerçants qui utilisent le numérique qui sont aujourd'hui en vue. On voit Amazon, on voit Alibaba. Il n'y a pas en fait aujourd'hui d'entrepreneuriat sans qu'il y ait l'apport du numérique. Et le numérique crée ce qu'on appelle le marketing digital. Le marketing digital avec ces deux incidences. Ça veut dire la première, ce sont des produits digitaux qui sont commercialisés. Et la deuxième incidence, ce sont des produits non digitaux mais qui sont présentés sur des plateformes numériques. Et pour cela, il faut être efficace en termes du numérique. Il faut mieux structurer. Il faut créer des applications qui permettent et qui facilitent un certain nombre de choses. Et c'est comme ça qu'à juste titre, je citais ici 243 technologies parce que l'accompagnement, la maintenance, l'assurance dans le développement des applications, c'est ce qui va apporter effectivement une valeur ajoutée parce que il y a la miniaturisation du monde. Les numériques apportent l'efficacité. Là où on pouvait dépenser une énergie de 10, avec le numérique, on peut dépenser une énergie de 2 ou 3 sur une échelle de 10 et gagner en temps, en efficacité, en rapidité parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde, comme je l'ai dit, des objets connectés. Et qui dit monde des objets connectés, dit monde en fait ouvert avec une fenêtre sur le monde. Voyez-vous, le premier écran de nos jours, c'est pas l'écran de télévision, c'est pas l'écran de l'ordinateur. Quand on se réveille le matin, le premier écran, c'est l'écran de notre téléphone. Pour que vous puissiez comprendre la place incontournable du numérique, pensez à cette image. Quand on se réveille le matin, c'est l'écran du téléphone qui nous intéresse. Et sur le téléphone, on a des informations. Sur les téléphones, on a des plateformes de discussion. Sur les téléphones, on est connecté à d'autres personnes. Et le digital est dans le moindre détail aujourd'hui un accompagnement de taille. En dehors du digital, aujourd'hui, un secteur qui est beaucoup plus en vue, c'est les secteurs de l'agribusiness. Vous savez, ce pays nous a vraiment rendu un mauvais service à un moment donné avec les boutades qui circulent souvent. Vous entendez les gens à l'époque, pour parler de quelqu'un de misérable, on utilisait les concepts du genre Mutuabilanga.
Et du coup, en fait, ça décourageait beaucoup de gens à comprendre l'importance, la place incontournable de l'agribusiness. Or, comme vous le savez, tout autant que nous vivons, on aura toujours envie de manger. On aura toujours envie de recourir à ce qui est nutritif. Or, on ne peut pas parler du manger sans penser au processus de comment cela est arrivé dans notre assiette. Et c'est justement par rapport à ça qu'intervient l'agribusiness. Le matin, quand tu as besoin de prendre le petit déjeuner, le thé à table, le café, mais ça vient d'une transformation, ça vient d'un processus. Et ici, c'est le cas de saluer, par exemple, le café du fleuve avec la jeune dame Joëlle Landou qui fait un travail assez remarquable dans ce domaine. Mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes que l'on peut citer. J'ai vu des vagues de jeunes gens qui font de bouillon des aliments, certains qui s'emploient dans la conservation de jus de fruits et finalement dans la transformation, ce qui est très important parce qu'on ne peut pas avoir autant de fruits mais qui vont pourrir après. Donc, la création même n'a tout son sens selon le modèle idéal que Dieu a donné que dans la capacité à l'humain de transformer ce qu'il y a autour de lui. Parce que nous devons cesser de vivre comme des primitifs. Ça veut dire vivre de la cueillette et de la chasse. Ça veut dire que tu cueilles, tu manges et ça s'arrête là. Il faut qu'il y ait une transformation. Et l'agribusiness nous appelle à cela. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont devenus incontournables rien que par rapport à ce secteur. On parle par exemple de l'Indonésie et du riz qui vient de là. Donc, on peut encourager. Malheureusement, il y a eu des initiatives d'ordre étatique comme cette histoire de Bukangalonzo, mais qui était censée être une alternative pour de besoins qui se présentent. Malheureusement, ça a été un éléphant blanc comme on le sait. Il n'y a jamais eu de procès jusqu'à ce jour. C'est beaucoup de millions qui ont été injectés là. Mais quoi de normal que des privés comme des jeunes qui ont encore de l'énergie, qui ont des idées assez fraîches, peuvent se lancer avec un dynamisme tel qu'ils puissent avoir quelques hectares pour la production, ainsi de suite. Aujourd'hui, elle a commencé petit. On l'a vu se démener comme un diable dans le bénitier, notamment avec de problèmes aussi familiaux et tout ça. Mais on voit la stabilité de l'entreprise Manitech, par exemple, avec mon ami Sivi Malukisa. Donc, c'est des modèles qui montrent que l'agrobusiness ou l'agribusiness, ça dépend de terminaison qu'on peut utiliser, ça dépend de l'école où on est. Mais ça montre la place incontournable de ce qui est consommable en termes de manger parce que l'humain a toujours besoin de manger, de boire. C'est un besoin fondamental et même dans les priorités sur l'échelle de la pyramide de Maslow, vous voyez que le besoin de manger, le besoin de nourrir son corps est un besoin permanent. Donc, de la naissance jusqu'à la fin, quel que soit ce qu'on peut faire, c'est un besoin. Et comme c'est un besoin permanent, l'entreprise agricole ne peut pas perdre sa place, que ce soit dans le monde d'aujourd'hui, que ce soit dans le monde à venir. L'humain, autant qu'il a besoin de manger, les entrepreneurs dans l'agrobusiness doivent être encouragés, ils doivent le faire à l'échelle industrielle. Parce que, voyez-vous, l'autre nom d'un pays développé, c'est pays industrialisé. Et industrie, là, ça prend toutes les dimensions. Il y a l'industrie culturelle, il y a l'industrie alimentaire, il y a l'industrie cinématographique, il y a en fait tout ce qu'il y a à l'échelle industrielle qui passe par la transformation des matières premières et le bienvenu. Et j'insiste sur la place de l'agribusiness, l'incontournabilité de cet exercice et son apport dans le développement d'un pays parce que nous avons autant de terres arables et on devrait encourager, non pas en les forçant, j'insiste, parce que c'est très important. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit avoir sa liberté d'entreprendre. Donc que les gens aillent selon l'élan de leur cœur et selon la vision qu'ils ont, selon les compétences qu'ils ont, qu'ils soient poussés effectivement à être dans cette optique de vrais entrepreneurs, non pas pour faire de photos sur Facebook et avoir juste une page Facebook, mais pour réellement répondre à des besoins d'ordre de satisfaction en termes digestifs. Et ça éviterait aussi d'être pollué avec des produits dont on ne connaît même pas vraiment les vraies substances.
avec certaines légèretés qu'il y a dans les opérations, notamment au niveau de l'OCC et trucs, où on peut nous faire entrer de produits avariés, mais on est carrément à la merci d'autres personnes. Un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit, c'est un peuple qui est voué à la disparition parce que c'est un danger permanent. Donc il est très important d'encourager les jeunes qui entreprennent et ils doivent être non pas à compter des doigts, mais ils doivent être davantage plusieurs, comme nous disons. Ça va résoudre un défi qui est permanent et ça va créer, vous vous rappellerez que les entrepreneurs, les années d'après indépendance, parmi eux, il y en a un qui, effectivement, s'est élevé. Notamment, je parle de Papa Jeannot Bemba. Je suis éditeur du livre Entrepreneuriat d'hier et d'aujourd'hui, écrit par son fils, mon ami Andy Bemba, où on fait un lien, on se pose des questions. Pourquoi les entrepreneurs des années d'après-indépendance ont fleuri? Les Bemba, les Dokolo, les Baron Manoka, le Fonchi, ils ont vraiment été à un niveau tel que l'économie congolaise était entre les mains de Congolais. Aujourd'hui, l'économie est extraverti. Je disais, le PIB du Congolais, la contribution, c'est beaucoup plus les étrangers. Et donc, il est très important d'encourager les initiatives des jeunes. J'ai parlé tout à l'heure de Café du Fleuve avec Joël Landou, des jeunes comme ça. Il faut les encourager. Je parlais de Manitech, de mon ami Sivi Malukisa, mais il faudrait vraiment qu'il y ait une diversité dans ce domaine. Il ne faut pas que ça soit seulement des fruits et de café, mais il faudrait qu'on nous produise la farine ici, qu'on nous produise de riz ici, qu'on nous produise de haricots en grande quantité, de tomates. J'étais une fois, il y a 2 ou 3 ans, à Mbujiba, et j'ai discuté avec des jeunes qui étaient dans la production de la tomate. Et donc, il faudrait que davantage, que cela soit, ça quitte un peu les niveaux rudimentaires, que ce soit industrialisé. L'État peut dire, par exemple, il peut mettre à disposition des tracteurs d'un certain niveau, des petits tracteurs qui permettent, parce qu'il y a des travaux on peut gagner en temps si on utilise certaines machines assez modernes, que si on le fait à la main avec la houe. Donc c'est très important. J'ai accompagné une autre jeune dame, Kembo, produit Kembo, qui a des hectares dans le Congo central, mais qui est, parce que tout à l'heure je parlais de la production de farine, qui s'emploie dans cela. Et donc, à la table de chaque Congolais, en tout cas de manière générale, on ne peut pas parler de manger sans parler de la place de la farine. Il y a le foufou, il y a la chikwang, qui sont des aliments de base ici, qui sont faits à partir de la farine. Et donc, il faudrait qu'on encourage la productivité de produits agricoles et ça, c'est incontournable dans l'entrepreneuriat. En tout état de cause, entreprendre reprend toujours un certain nombre d'activités. Et souvent, j'en énumère en 4 blocs, si je vais dire comme ça. Le premier bloc, c'est achat et vente. C'est le classique, c'est ce qu'on appelle le commerce. Tu achètes et tu vends. Tu achètes au prix de gros, tu revends au prix de détail. Tu achètes en grande quantité, tu vends en pièces détachées. Deuxième activité entrepreneuriale, c'est la vente de services. Tu n'as pas besoin d'avoir un capital dans le fond. Tu peux vendre tes services. Ça peut être la coiffure, tu peux être tresseuse, tu peux être un cleaner, tu peux être un interprète, un traducteur, ainsi de suite. La vente de services, il y a beaucoup de services. Mais je mets ici l'accent sur le fait que le service ne peut pas être le pilier, l'entrepreneuriat axial d'un pays. Malheureusement, j'ai comme l'impression que dans notre pays, on a une tendance à être dans les services beaucoup plus dans la commission. C'est comme ça que le ministre se transforme en commissionnaire. Un investisseur qui veut venir, des conseillers de la présidence lui empêchent d'avoir accès à certaines choses. Aujourd'hui, on regrette, on vient de perdre Mutombo Dikembe qui est une icône. Les gens pleurent. Mais Mutombo Dikembe, c'est quelqu'un qui a investi sérieusement aux États-Unis, mais qui n'a pas su faire ce qu'il voulait faire ici. On a fait de gens comme Jean-Claude Van Damme, ambassadeur. Il va amener les investisseurs qui ne sont jamais venus, alors que le fils du pays, on l'a pas honoré suffisamment. Parce qu'il y a beaucoup d'interférences des commissionnaires. On est dans ça. Les commissionnaires des mines, les commissionnaires des ceci, l'entrepreneuriat
de commission n'est pas l'entrepreneuriat qui développe le pays. Troisième activité entrepreneuriale, et ça c'est là que je mets l'accent. On est dans la transformation et vente. C'est là l'industrie. Et la transformation est à tous les échelles. Je parlais tout à l'heure de l'agribusiness, la transformation de nos minéraux. Aussi longtemps que nous ne limitons qu'à extraire les minéraux et on amène à l'extérieur, on ne pourra jamais devenir un pays développé parce qu'on est dans l'entrepreneuriat de premier mais de commission. Et dans la transformation, on peut évoquer plusieurs domaines parce qu'avec ce que nous avons, diamant, coltan, or, il y a plusieurs produits dérivés de cela. Je parlais de la nourriture ici, par exemple, des produits qui sont pratiques, notamment de yaourt, de petits trucs qui peuvent accompagner l'alimentation de chaque jour, des savons, de l'huile. En parlant de yaourt, je peux évoquer la jeune Verdela Bunga qui fait de yaourt et qui en fait, il faut encourager. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui font de yaourt. Le problème n'est pas de faire la même chose que les autres, mais la passion que l'on met, la détermination que l'on met, les sérieux que l'on met dans la façon de faire, que c'est les cas de saluer Verdela, il faut que cela parvienne en fait à assurer la régularité. Comment on devient entrepreneur? Ce n'est pas en produisant une fois le yaourt, on a produit aujourd'hui et puis on a vendu. Non, c'est dans la continuité. La continuité appelle la régularité. La régularité appelle en fait la chaîne des valeurs. Et donc, moi, j'ai vu une fois, j'étais scandalisé, je ne sais pas, j'ai vu une fois par exemple à la télé quand le chef d'État avait reçu des jeunes qu'on lui a présenté comme de millionnaires. On a présenté une dame, on a dit qu'elle était millionnaire et elle faisait des yaourts. On ne peut pas devenir millionnaire avec un produit qui n'est pas connu. Moi, je suis dans les marketing, je suis dans les... On ne peut pas. Si déjà le Dolé ou je sais pas moi, les oui-oui qui sont connus n'ont pas fait de leurs producteurs des millionnaires, je vois mal un produit qui n'est pas connu, mais qu'on nous présente que la dame là, elle est devenue millionnaire en 2 ans. Avec l'argent qu'on lui aurait donné, elle est devenue millionnaire. À un moment, on devrait être sérieux vis-à-vis de nous-mêmes en tant que pays. Et donc, je fais un clin d'œil pour parler de cette histoire parce que c'est important. C'est important et des fois, ça ne nous donne pas l'image du sérieux du pays. Parce que quand les médias prennent ça, on diffuse à travers le monde, on ne prend pas vraiment au sérieux. Et donc, j'encourage les gens à être honnêtes dans cet entrepreneur, même si c'est à échelle de $200, à échelle de $1000, mais qu'il y ait quelque chose qui soit fait avec sérieux et qui soit suivi avec une passion. Et cela va amener l'entrepreneuriat sur la transformation. On ne peut pas, j'ai dit ici et je le répète, l'autre nom du pays développé, c'est le pays industrialisé. Parce que l'industrie a une place prépondérante dans les développements du pays. L'industrie crée une grande valeur ajoutée et une chaîne des valeurs parce qu'il y a plusieurs personnes qui entrent en jeu dans la transformation, dans l'empaquetage, dans l'emballage, dans le cheminement, dans la distribution à grande échelle, que ce soit le savon, de lotion, le yaourt comme je parlais tout à l'heure. Et en fait, il y a des dérivés. Et plus on a des gens qui sont employés là, plus on a des familles qui sont nourries, plus on a des enfants qui sont scolarisés et par conséquent, on a une société qui se veut en fait compétitive par rapport au rendez-vous du donner et du recevoir dont j'ai parlé tout à l'heure avec le village planétaire. Ça veut dire qu'est-ce que vous avez à donner en termes de produits, en termes de services, mais aussi en termes d'humains. La ressource humaine aujourd'hui, quand vous avez produit, oui, on peut entreprendre dans le domaine des écoles, dans le domaine. Quand vous avez produit la meilleure qualité de l'élite, ça veut dire que vous amenez le pays à la compétitivité. Et donc, la place de l'industrie, donc c'est-à-dire l'activité de achat, transformation et vente est très important dans l'entrepreneuriat. Et la quatrième activité, la créativité et vente, on est en plein dans l'industrie culturelle. 4 activités entrepreneuriales et la place de la transformation est vraiment incontournable pour un pays qui veut se développer et qui veut vraiment aller au rendez-vous de donner du recevoir. On ne se développe pas, on ne se met pas dans les concerts des grands si on n'est qu'un pays de commissionnaires. Donc on est limité à l'entrepreneuriat de service.